Oui, mais s'il vous plaît, que ferais-je là, moi? À quoi puis-je y être bon? Ce sont mes affaires. J'ai craint l'ennui d'un tête-à-tête. Vous êtes aimable et je suis bien aise de vous avoir. Prendre le jour d'un raccommodement pour me présenter, cela me paraît bizarre. Vous me feriez croire que je suis sans conséquence. Ajoutez à cela l'air d'embarras qu'on apporte à une première entrevue. En vérité, je ne vois rien de plaisant pour tous les trois dans la démarche que vous allez faire. Oh, point de morale, je vous en conjure. Vous manquez l'objet de votre emploi. Il faut m'amuser, me distraire, et non me prêcher. Je la vis si décidée que je pris le parti de l'être autant qu'elle. Je me mis à rire de mon personnage et nous devînmes très gais. Nous avions changé une seconde fois de chevaux. Le flambeau mystérieux de la nuit éclairait un ciel pur et répandait un demi-jour très voluptueux. Nous approchions du lieu où allait finir le tête-à-tête. On me faisait, par intervalles, admirer la beauté du paysage, le calme de la nuit, le silence touchant de la nature. Pour admirer ensemble, comme de raison, nous nous penchions à la même portière. Le mouvement de la voiture faisait que le visage de Madame de T et le mien s'entretouchaient. Dans un choc imprévu, elle me serra la main, et moi, par le plus grand hasard du monde, je la retins entre mes bras. Dans cette attitude, je ne sais ce que nous cherchions à voir. Ce qu'il y a de sûr, c'est que les objets se brouillaient à mes yeux, lorsqu'on se débarrassa de moi brusquement et qu'on se rejeta au fond du carrosse. Votre projet, dit-on après une rêverie assez profonde, est-il de me convaincre de l'imprudence de ma démarche? Je fus embarrassé de la question. Des projets? Avec vous? Quel du prix? Vous les verriez venir de trop loin, mais un hasard, une surprise, cela se pardonne. Vous avez compté là-dessus, est-ce qu'il me semble? Nous en étions là, sans presque nous apercevoir que nous entrions dans l'avant-cour du château. Tout était éclairé, tout annonçait la joie, excepté la figure du maître qui était rétive à l'exprimer. Un air languissant ne montrait en lui le besoin d'une réconciliation que pour des raisons de famille. La bienséance amène cependant M. de T jusqu'à la portière. On me présente, il offre la main, et je suis, en rêvant à mon personnage, passé, présent et avenir. Je parcours des salons décorés avec autant de goût que de magnificence, car le maître de la maison raffinait sur toutes les recherches de luxe. Il s'étudiait à ranimer les ressources d'un physique éteint par des images de volupté. Ne sachant que dire, je me sauvai par l'admiration. La déesse s'empresse de faire les honneurs du temple et d'en recevoir les compliments. Vous ne voyez rien, il faut que je vous mène à l'appartement de monsieur. Madame, il y a 5 ans que je l'ai fait démolir. Ah, dit-elle. À souper, ne voilà-t-il pas qu'elle s'avise d'offrir à monsieur du veau de rivière, et que monsieur lui répond, Madame, il y a 3 ans que je suis au lait. Ah, dit-elle encore. Qu'on se peigne une conversation entre 3 êtres si étonnés de se trouver ensemble. Le souper fini. J'imaginais que nous nous coucherions de bonne heure, mais je n'imaginais bien que pour le mari. En entrant dans le salon, « Je vous sais gré, madame, dit-il, de la précaution que vous avez eue d'amener monsieur. Vous avez jugé que j'étais de méchantes ressources pour la veiller, et vous avez bien jugé, car je me retire. » Puis, se tournant de mon côté, il ajouta d'un air ironique, « Monsieur voudra bien me pardonner et se charger de mes excuses auprès de madame. » Il nous quitta. Nous nous regardâmes, et pour nous distraire de toute réflexion, Madame de T me proposa de faire un tour sur la terrasse, en attendant que les gens eussent soupé. La nuit était superbe. Elle laissait entrevoir les objets et semblait ne les voiler que pour donner plus d'essence.